Comme vous voulez, comme vous voulez. Ok, il n'y a pas de souci. Vous pouvez laisser passer. Il n'y a pas de souci, hein. Voilà, donc je donne la parole au docteur Sarah Watson. Elle est oncologue médicale, chef d'équipe au centre de recherche de l'Institut Curie. Elle est spécialiste de la biologie des sarcomes. On vous écoute, Sarah. Merci beaucoup, professeur Germain. Bonjour à tous et merci de nous accueillir dans ce lieu prestigieux. Donc effectivement, je suis désolée parce que ça aurait été plus naturel que je fasse le topo sur la biologie moléculaire à la suite du topo du docteur Elzen sur la NAPAT. Et donc je m'excuse de mon retard à cette session. Je vais essayer de quand même rattraper le coup. Donc la biologie moléculaire, de quoi on parle? Alors quand on parle de biologie moléculaire, on se dit, oh là là, ça a l'air compliqué. En fait, il y a plein de définitions différentes. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que initialement, la biologie moléculaire, c'était défini comme une vraie discipline scientifique, hein. Donc, ça avait vraiment un impact sur l'étude et la découverte de nouvelles choses, au croisement de la génétique, de la biochimie et de la physique. Et le but, c'était de comprendre comment marchent les cellules au niveau moléculaire. Aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on dit biologie moléculaire en médecine, et en particulier en cancérologie, on va parler de l'ensemble des techniques qui vont permettre de trouver des anomalies moléculaires au sein des tumeurs. Et donc, je parlerai aujourd'hui de ce qu'on appelle aussi la génétique somatique. Somatique, ça veut dire au sein des tumeurs. On ne parlera pas forcément de génétique constitutionnelle, qui est la prédisposition à certaines maladies et des anomalies moléculaires présentes dans le sang. Là, uniquement des anomalies moléculaires présentes dans les tumeurs. Alors, au niveau des sarcomes, on a l'impression qu'on se dit, bon, bah, ça fait quelques années qu'on nous bassine avec la biologie moléculaire dans les sarcomes et l'importance de la biologie moléculaire pour le diagnostic. Je voudrais juste rappeler que, en fait, c'est pas du tout quelque chose de récent. L'histoire de la biologie moléculaire dans les sarcomes, elle remonte aux années 80, hein, où il y a eu la découverte des premières anomalies génétiques dans des cellules de sarcome. C'était les sarcomes, les rhabdomyosarcomes alvéolaires, qui ont été les premiers caractérisés. On a trouvé qu'il y avait des chromosomes anormaux. Et puis ensuite, les sarcomes des Wing. Et à l'époque, c'était fait sur des techniques où en fait, on faisait de la cytogénétique. On regardait le karyotype des cellules et on voyait qu'il y avait des cassures dans les chromosomes. Et donc, les sarcomes, ça a été les premières tumeurs solides où on a pu mettre en évidence des anomalies de chromosomes, hein. Donc, c'est quand même un des exemples. Il y avait bien sûr en hématologie qu'on commençait à travailler sur la leucémie myéloïde chronique, des choses comme ça, mais dans les tumeurs solides, c'est vraiment dans les sarcomes et les sarcomes en particulier pédiatriques qu'on a mis en évidence les premières anomalies moléculaires. Et puis ensuite, ces techniques, elles ont évolué avec le temps, d'accord? Et donc petit à petit, dans les sarcomes, on s'est mis à trouver des anomalies moléculaires particulières dans différents sous-types. On ai cité quelques-unes ici, c'est absolument pas exhaustif, mais globalement, ça a été avec l'avancée des techniques qu'on a trouvé de nouvelles choses. Et aujourd'hui, finalement, on connaît bien la biologie de l'ensemble des sarcomes et on est capable de dire tel et tel type de sarcome a telle ou telle anomalie moléculaire, avec des anomalies qui sont des fois spécifiques et des fois qui ne sont absolument pas spécifiques. Alors, il y a plein d'outils, hein, pour caractériser les anomalies moléculaires dans les tumeurs et en particulier dans les sarcomes. Je vais absolument pas rentrer dans les détails de cette diapo. C'est juste pour vous dire que jusqu'à très longtemps, c'était très compliqué parce qu'il y avait plein d'outils différents, on n'y comprenait rien. On savait pas, quand on est chirurgien ou oncologue médical, si on n'est pas spécialiste en biologie, on ne sait pas ce qu'il faut demander pour chercher quelle anomalie. Globalement, on veut qu'on nous donne un diagnostic et qu'on nous dise comment traiter le patient. Le reste, c'est le biologiste qui décide. Mais c'était très compliqué parce qu'en fonction du type d'anomalie moléculaire qu'on cherchait, c'est-à-dire est-ce qu'en gros on cherchait une cassure de chromosome, une fusion, est-ce qu'on cherchait une mutation, est-ce qu'on cherchait une signature de gène, c'était des outils différents. Et ces outils, ils ne s'appliquent pas toujours au même type de matériel tumoral. Des fois, il faut du matériel frais ou du matériel congelé. Des fois, du matériel en paraffine fonctionne très bien. Donc, il y avait aussi des contraintes techniques, c'était très compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, les choses se sont très nettement simplifiées avec maintenant le fait que ce qu'on appelle le séquençage nouvelle génération se soit entièrement démocratisé et maintenant utilisé comme la seule, hein, technique globalement quasiment de biologie moléculaire qu'on fait en routine. Alors,
il n'y a pas une seule technique de séquençage nouvelle génération, il y en a quelques-unes qui permettent d'étudier soit l'ADN, donc les gènes au niveau vraiment génétique présents dans toutes les cellules, soit les ARN, donc les gènes exprimés. Mais du coup, on a quand même énormément simplifié les techniques qu'on utilise. Alors, à quoi ça sert la biologie moléculaire dans les sarcomes? Et je pense que on a eu des exemples dans les présentations, en particulier dans la présentation juste avant, sur vraiment l'importance à la fois sur le plan diagnostique, bien sûr, aider les pathologistes à préciser les sous-types de maladies, aider à préciser aussi la malignité. Je vais vous donner des exemples parce que dans certains cas, c'est la biologie moléculaire qui nous aide à trancher entre quelque chose de bénin et de malin. Il y a aussi un impact pronostic. On sait qu'il existe finalement des anomalies moléculaires qui nous permettent de prédire des patients de bons pronostics ou de mauvais pronostics. Et donc, on va pouvoir un petit peu adapter le suivi ou adapter la prise en charge thérapeutique. Et puis, bien sûr, l'impact thérapeutique. Donc, je donnerai quelques exemples. Alors, c'est très compliqué en 20 minutes de tout montrer. Donc, j'ai choisi des exemples et il va y avoir quelques redondances avec certains exemples qui ont été donnés avant et je m'en excuse. Mais alors, sur le plan diagnostic, alors, on parlait vraiment de karyotypes. Ça, c'était les premières approches. Parmi vous, je pense qu'il n'y a pas de biologiste moléculaire, mais pour autant, je suis sûre que vous êtes capable de voir la différence entre ces deux karyotypes où en fait, bah, vous avez sur votre gauche ce qu'on appelle un karyotype simple. Donc globalement, c'est des cellules, on a prélevé les chromosomes et puis on les étale et on les regarde. Et ce qu'on voit, c'est que bah, voilà, il y a 22 paires de chromosomes globalement, hein. Donc ça ressemble à un karyotype de cellules normales. Et alors, si on est très bon, on est capable de voir que, en fait, il y a une petite anomalie quand même ici entre le chromosome 5 et puis la paire de chromosomes 5 ici, il y a une trisomie. Vous avez trois chromosomes 5 ici. Et puis au niveau du chromosome 11 ici, vous avez un des deux chromosomes qui est un petit peu plus long que l'autre. Et au niveau du chromosome 22, un des deux qui est un peu plus petit que l'autre. Donc ça, c'est en fait la mise en évidence d'une translocation, hein. Donc c'est une anomalie, une fusion entre deux chromosomes. C'est un karyotype simple, par ailleurs, le génome est conservé. Et puis à côté, vous avez un exemple complètement différent où là, vous voyez qu'il y a plein d'anomalies. Le génome, il est dupliqué. On a deux paires de chromosomes, finalement, quasiment pour chaque paire de chromosomes, on a quatre chromosomes, donc on n'est pas du tout normal. On est sur un génome qui est diploïde. Et donc là, on voit que c'est le bazar complet. Il y a plein de cassures. Voilà. Ça, c'est un exemple de karyotype complexe. Et donc cette distinction karyotype 5, karyotype complexe, on a été capable de la faire très tôt. Hein. On était capable, dès les techniques vraiment de cytogénétique, de faire cette distinction. Les sarcomes à génétique simple, ça représente environ 30-35% des sarcomes. Et ce qu'on sait, c'est que dans ces maladies-là, en fait, il y a un génome qui est assez plat. Donc ici, sur le graphe, ce qu'on voit, c'est sur la figure du haut, c'est un profil pangénomique. Donc vous avez chaque chromosome qui est les uns à la suite des autres. Et puis quand vous avez un trait tout plat comme ça, c'est que globalement, il n'y a pas de perte ou de gain de chromosomes. Sinon, il y a des variations en fait dans ce profil. Et puis donc ces sarcomes à génétique simple ont ce profil globalement très plat, mais il y a une anomalie moléculaire très particulière qui va être l'anomalie moléculaire initiatrice de l'oncogénèse. Et donc typiquement, ce sont les gènes de fusion, ce sont des mutations activatrices ou ce sont des amplifications. Et donc la détection de ces anomalies moléculaires vont être vraiment très importantes pour poser le diagnostic, d'accord? Ça va déterminer vraiment des sous-types très particuliers. Un exemple, c'est les rhabdomyosarcomes. Je pense que Sophie a montré des exemples aussi. On sait que voilà, il y a différents sous-types de rhabdomyosarcomes. Globalement, sur le plan anatomopathologique, ce sont des cellules fusiformes qui expriment des marqueurs musculaires, hein, la myogénine, la desmine. Le RNA-seq, qui va être une des techniques de biologie moléculaire capable de détecter en particulier des fusions entre des chromosomes et des gènes de fusion, peut mettre en évidence des translocations. Donc, par exemple, la translocation PAX3-FOXO1 qui va déterminer vraiment le diagnostic de rhabdomyosarcome alvéolaire. Et puis, grâce au RNA-seq, on peut aussi regarder ce qu'on appelle le profil d'expression. Le profil d'expression, c'est tous les gènes qui sont exprimés dans la tumeur. Et on va pouvoir comparer le profil d'expression de la tumeur avec d'autres tumeurs et voir ici que, par exemple, cette tumeur, elle va se mettre en plein dans un groupe de rhabdomyosarcome alvéolaire. Ces profils d'expression sont très stables dans les tumeurs à karyotype simple. Et donc, ça nous aide beaucoup, même dans les cas où la fusion, on a du mal à la détecter. Le profil d'expression, il nous aide.
Et puis pour les rhabdomyosarcomes, bah, finalement, on va même pouvoir aller plus loin, parce que dans les rhabdomyosarcomes de sous-type embryonnaire, il y a des mutations particulières qui vont être associées à des pronostics particuliers et potentiellement à des traitements accessibles différents. En particulier, on peut retrouver des mutations du gène MYOD1 qui caractérisent un groupe de rhabdomyosarcomes de très mauvais pronostics, qui sont peu chimiosensibles et globalement des enfants et des jeunes qui vont mal. Donc ça, c'est vraiment à visée diagnostique, on arrive à mieux déterminer. Ça s'intègre bien évidemment avec l'anatomopathologie, c'est absolument pas tout seul. On part de l'anapathe, on intègre avec les données morphologiques et les données d'immunohistochimie et on fait un diagnostic commun. Deuxième grande catégorie, les sarcomes à génétique complexe. Donc là, vous voyez que le profil génomique est complètement différent. Il y a des cassures, des pertes, des gains un petit peu partout. Globalement, ça, c'est les sarcomes les plus fréquents chez l'adulte. Les leiomyosarcomes, sarcomes pléomorphes indifférenciés. On a aussi les ostéosarcomes qui font partie de cette famille-là. Ce qu'on a dans ces sarcomes-là, c'est un chaos génomique. Il n'y a pas d'anomalie moléculaire particulièrement pathognomonique d'un sous-type. C'est un chaos génétique. Très souvent, il y a plein d'inactivation de gènes et pas vraiment d'anomalies qui nous permettent de poser un diagnostic précis. Là, la biologie moléculaire, elle va avoir un rôle un petit peu différent et en particulier, elle va pouvoir, pour le coup, nous aider à faire la différence entre une tumeur bénigne et une tumeur maligne. Et un des exemples qu'on peut donner, c'est la difficulté du diagnostic de certaines tumeurs à cellules musculaires lisses de l'utérus chez la femme, où on sait que sur le plan anatomopathologique, en fait, on a un spectre de malignité entre des tumeurs complètement bénignes qui sont des léiomyomes très fréquents chez la femme jeune, qui vont pouvoir être traitées avec des chirurgies conservatrices sans aucun problème. On a à l'autre bout du spectre les leiomyosarcomes, qui sont des tumeurs très agressives, qui pourront associer à un risque métastatique. Alors, il y a des cas typiques sur le plan anatomopathologique où il n'y a aucun problème à distinguer les deux. Et puis, il y a des cas un peu intermédiaires qu'on appelle ces tumeurs à cellules musculaires lisses de malignité incertain, qui posent des vrais problèmes parce que on n'est pas trop capable de savoir si c'est bénin ou si c'est malin. Et sur le plan anatomopathologique, c'est très difficile de faire la différence. Voilà ce que peut nous apporter la biologie moléculaire dans ces cas-là, c'est-à-dire que vous allez faire le profil génomique et vous n'êtes pas biologiste, mais vous voyez bien que ces deux profils sont complètement différents. Et donc, ça, c'était des cas de Stump où finalement, on a permis de conclure à soit un légumiome sur ce profil génomique extrêmement simple, et donc une femme qui va pouvoir être opérée avec une chirurgie conservatrice, c'est particulièrement important chez les femmes jeunes. À l'inverse, un diagnostic de léiomyosarcome qui va permettre d'emblée de planifier une chirurgie utérine bien comme il faut, une chirurgie de type sarcome et d'éviter une morcellation ou une fragmentation. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt de la biologie moléculaire dans la distinction bénin-malin. Alors bien sûr, c'est pas du tout tous les sarcomes qui ont besoin de ça et heureusement, le plus souvent, les pathologistes arrivent à nous distinguer les choses sans avoir besoin de ces outils, mais ça peut être extrêmement utile. Quelques exemples maintenant sur la biologie moléculaire à visée thérapeutique. Donc, j'ai pu entendre la fin du topo du professeur Le Sen. Bien sûr, le changement de paradigme, enfin, l'exemple le plus criant de la biologie moléculaire, je pense, quand on est oncologue médical pour les sarcomes, je dirais que ce sont les gystes. On sait que la première description d'une mutation activatrice dans le gène KIT dans les gystes, 1998. Premier traitement, premier patient traité avec un inhibiteur de KIT, l'imatinib, en 2000, et très très vite, ensuite, on déroule. D'accord? Et ensuite, on a été capable d'identifier d'autres sous-types moléculaires de GIS, certains sensibles à l'imatinib, d'autres résistants à l'imatinib. Et avec tout ça, donc toutes ces détections d'anomalies moléculaires dans les gistes, en fait, ont été permises grâce au fait que les techniques de biologie moléculaire ont aussi évolué avec le temps. On a été capable de détecter maintenant sur des microbiopsies ces anomalies moléculaires. Maintenant, on est même capable de les détecter dans le sang. Donc, on est même capable de monitorer ce qu'on appelle des mutations de résistance, c'est-à-dire que les patients qui ont des gystes, ils ont une mutation initiale, puis on va leur donner un traitement, et puis les cellules cancéreuses, elles vont s'adapter, elles vont détecter d'autres mutations qu'on peut détecter dans le sang et qu'on va pouvoir traiter avec des traitements particuliers. Et donc, avec tout ça, finalement, on est capable d'augmenter en 20 ans la survie globale de 18 mois, aujourd'hui environ 70 mois au stade métastatique. Je pense que c'est un des exemples les plus importants et on sait qu'aujourd'hui, finalement, quand on regarde les algorithmes décisionnels pour le traitement des gystes métastatiques, le premier, je dirais, le premier embranchement de l'arbre décisionnel, c'est la présence de la mutation de sensibilité ou pas à l'imatinib. Donc, c'est la biologie moléculaire initiale qui va driver le premier choix du traitement. Enfin, je pense qu'on n'a aucun autre exemple où c'est comme ça et où globalement on est un algorithme où c'est la biologie, le statut mutationnel qui comme ça détermine la séquence thérapeutique.
Alors, on parle des gistes. Dans les sarcomes des tissus mous, on va se dire, bah, OK, on a plein de sous-types. Je pense que Sophie a parlé de tous les sous-types de sarcomes qui existent dans la classification OMS. Finalement, si on regarde les recommandations de l'ESMO, bah, c'est à pleurer parce qu'on se dit, bah, finalement, tous les patients avec un sarcome des tissus mous vont recevoir de la doxorubicine. Donc, est-ce bien utile de faire toute cette biologie moléculaire si à la fin, on traite tous les patients de la même façon? C'est une vraie question. C'est vrai que la doxorubicine reste le traitement de référence en première ligne. Comme l'a dit Axel, cependant, on est de plus en plus à partir sur des approches qui sont finalement monitorées par l'histologie et le sous-type de sarcome, même en première ligne aujourd'hui, en particulier dans les légumes-sarcomes, avec les résultats récents de l'essai LMS 04 qui a positionné une stratégie différente en première ligne pour la première fois depuis très longtemps. Il existe des niches où la biologie moléculaire change tout et c'est assez drôle parce que j'ai pris des exemples qui se rapprochent beaucoup de ceux présentés par le professeur Minard et donc un des exemples c'est l'instabilité des microsatellites, des satellites. Donc ça c'est une anomalie moléculaire très particulière qui affecte des patients, en particulier les patients qui ont un syndrome de Lynch, si ça vous dit quelque chose. Donc, ces patients qui ont une prédisposition à faire en particulier des tumeurs digestives, mais d'autres types de cancers, qui ont des mutations dans les gènes du système qu'on appelle les protéines du système MMR, et qui font cette tumeur très particulière, très mutée, avec une instabilité des microsatellites, et pour lesquels il a été montré en 2017 que l'immunothérapie fonctionnait extrêmement bien dans ces maladies-là. À noter que dans cette étude initiale publiée dans Science, il n'y avait aucun sarcome. D'accord? Sarcome, c'est toujours un petit peu les parents pauvres dans les essais pan-cancer. Et finalement, si on regarde enfin, le statut des microsatellites, la fréquence de l'instabilité des microsatellites dans tous les cancers, on voit que bah, les sarcomes, ils sont ici, hein, ils sont tout au bout. C'est 1% des patients, même pas, probablement 0,5%. Oui, mais ça sert et ça change tout quand les patients l'ont. Et donc ici, c'est la série du groupe Sarcome français sur tous les patients atteints d'un syndrome de Lynch qui ont pu être caractérisés et on a pu montrer que ces patients répondaient très bien à l'immunothérapie. Et je donne un exemple d'une patiente qu'on a prise en charge en commun avec le professeur Bonvalot qui est arrivé avec donc notion de syndrome de Lynch connu, cette grosse tumeur de la main que vous voyez ici, qui lui prenait les deux derniers rayons de la main avec très clairement une chirurgie conservatrice qui était pas possible. Sarcome développé dans le cadre d'un syndrome de Lynch, instabilité des microsatellites, pembrolizumab 10 cycles, réponse complète. On l'opère quand même d'une chirurgie conservatrice où on lui a juste enlevé le dernier rayon. Sur le plan anatomopathologique, il reste plus rien. Réponse histologique complète, traitement arrêté et patiente qui conserve une fonction de sa main absolument parfaite et qui aurait dû être amputée du membre supérieur. Voilà. Donc ça peut tout changer. Et l'autre exemple, c'est aussi un petit peu le même que celui du professeur Minard. Et c'est voilà, les inhibiteurs de NTRK aussi qui ont tout changé. Il faut savoir que les fusions NTRK dans les sarcomes, c'est rare, c'est principalement les sarcomes pédiatriques, mais ça se trouve aussi dans certains sarcomes de l'adulte, ça se trouve aussi dans d'autres types de cancers. Vous voyez que cette anomalie, elle n'est pas spécifique au sarcome. Et les médicaments ciblés anti-NTRK, voilà, on regarde les réponses ici, c'est impressionnant. On n'a aucune chimiothérapie qui fait ça dans les sarcomes. Donc, ce sont des niches, parce que très clairement, c'est une minorité de patients qui ont ce type d'anomalie-là, mais il ne faut pas les rater, parce qu'on change tout pour ces patients-là qu'on peut guérir grâce à des approches ciblées. Et pour les enfants, bah voilà, je voulais montrer aussi la possibilité d'utiliser le larotrectinib en néoadjuvant, qui permet les traitements conservateurs, des chirurgies conservatrices qui n'auraient été absolument pas possibles. Alors, on va dire des niches. Ok, je terminerai avec un dernier message. Ça sert aussi en dehors des niches, la biologie moléculaire. On peut se dire, ok, les patients qui ont eu des chimiothérapies classiques, est-ce que ça sert à quelque chose de leur faire un profil moléculaire étendu, et d'aller regarder ce qu'ils ont et puis de voir s'ils peuvent avoir accès à des traitements ciblés? Est-ce que ça leur rend service chez des patients en situation avancée en dehors des niches? Et donc, je citerai cette étude qui est pour moi assez remarquable, qui est une étude américaine. En fait, ils ont repris tous leurs patients avec des sarcomes qui étaient en échec thérapeutique, hein, qui avaient progressé après les traitements habituels. Ils ont regardé tous ces patients qui avaient été inclus dans des essais de phase précoce parce que bah, globalement, on n'avait plus rien à faire, on savait plus trop quoi faire, donc voilà. Et parmi ces essais de phase précoce, bah, il y avait des essais qui étaient basés sur le profil moléculaire. Donc en gros, on cherche une anomalie, on donne un médicament qui va bien par rapport à l'anomalie. Et puis des patients qui étaient inclus dans des essais un peu à l'aveugle comme ça, indépendamment du profil moléculaire.
Alors les courbes peuvent être assez désespérantes pour des chirurgiens, mais quand même, on voit qu'on augmente la survie des patients quand on est inclus dans un essai qui est basé sur la biologie moléculaire, d'accord? Avec une survie sans progression de 5 mois versus 2 mois et une survie globale de 21 mois versus 12 mois. Donc ça sert à quelque chose. Donc la biologie moléculaire, ça sert à tous les stades de la maladie et de la prise en charge. Vraiment renforcer le message que c'est intégré avec la NAPAT et que le plus important, c'est d'en discuter dans une RCP spécialisée. Et voilà, les choses deviennent plus simples avec le développement du NGS. Merci Sarah. Merci Sarah. Micro. C'est bon, ça marche. Voilà, je souligne votre attrait pour l'innovation. Vous avez une personnalité exceptionnelle. Permettez-moi de citer un homme dans votre équipe. C'est le professeur Olivier Deladre qui a décrit la translocation, le sarcome d'Ewing. Merci Sarah. Pas de questions? Oui. Juste très rapide, rapide, très rapide. Je crois que vous avez bien conclu que la biologie moléculaire servait à quelque chose. Je voudrais juste vous poser une question très très simple, parce que je ne suis pas législateur, c'est pas moi qui paye, c'est pas moi qui organise, mais c'est un vrai débat, puisque vous savez que est-ce qu'il est mieux devant une tumeur de faire quelques tests compagnons qui sont déjà recommandés pour lesquels on a des thérapeutiques, ou comment vous voyez en routine de faire d'emblée des NGS avec des panels, parce que c'est ça le problème finalement qu'on a quand on est nous installés, si vous voulez. Est-ce qu'on doit aller dans un laboratoire qui va faire 4 synthèses compagnons pour des thérapeutiques qu'on connaît, je parle des cancers peut-être autres que les sarcomes, là, parce que le sarcome, c'est un peu particulier, ou est-ce qu'on va d'emblée, et c'est ce que nous, on souhaiterait, si vous voulez, d'emblée à des NGS sur des panels bien déterminés? Quel est votre concept de ça? C'est une très bonne question et c'est un vrai sujet, je pense. Je pense qu'il faut distinguer la partie diagnostic. Donc vraiment, on fait le test génétique pour le diagnostic et là, il y a vraiment tout le circuit de relecture qui a été mis en place, le réseau REPS qui permet la relecture des prélèvements de patients, des biopsies faites à l'extérieur et l'accès à des techniques moléculaires en local dans les centres spécialisés pour faire ça de l'aspect thérapeutique où effectivement on cherche quelque chose, on ne sait pas trop ce qu'on cherche et on ne sait pas si on va trouver. Voilà, ça coûte cher, c'est sûr, ça coûte moins cher. Les coûts diminuent. Aujourd'hui, il faut imaginer que faire un grand panel qui permet de séquencer 600 gènes, d'avoir tout le profil de la tumeur, ça coûte environ 500 euros. Environ. Probablement que les coûts vont diminuer à l'avenir parce que ça a déjà bien diminué, mais voilà. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à du séquençage très très haut débit dans le cadre du plan France Médecine Génomique 2025 qui nous permet d'avoir des profils probablement presque trop, d'avoir un séquençage de tout le génome, de tout l'exome, de tout le transcriptome. C'est pas forcément nécessaire pour rechercher une cible. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, on essaye d'inclure au maximum nos patients dans ce circuit-là parce que ça permet de financer ces analyses. Que va devenir le plan France Médecine Génomique 2025? Nous sommes en 2025, dans les années qui viennent, je ne sais pas. Donc effectivement, on va avoir besoin de recommandations claires et la difficulté, ça va être de montrer vraiment un bénéfice en survie globalement de ces approches-là pour dire bah ça vaut le coup de le rembourser et quel est le test minimal. Et aujourd'hui, effectivement, c'est pas dit. Merci. Sarah, on va devoir s'arrêter. L'orateur suivant est le professeur Jean-Yves Blais. Il a été invité par le président de la République pour une journée internationale sur les sarcomes. Vraiment, il est désolé, il ne pourra pas assister à notre séance. Le professeur Jean-Yves Blais est professeur d'université. Il est président d'Unicancer. Il est président de la French Sarcoma Group. Il est membre de l'Académie de médecine. Vous pouvez passer son film, s'il vous plaît. Merci.